Marseille-Paris. Aucune opposition n'approche l'intensité de celle qui unit autant qu'elle divise ces deux clubs. Ici, il n'est pas question de football, des 3 points ou du beau jeu. Seul compte l'identité, l'orgueil et, évidemment, la suprématie hexagonale. Chaque duel est une guerre, chaque défaite, une cicatrice. Les classicos ne se jouent pas, ils se vivent et se conquièrent. Après tout, les grandes histoires ne naissent jamais dans la facilité, mais dans l'affrontement. Depuis toujours, ce sont ces rivalités qui forgent les héros, gravent les époques et électrisent les foules. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, écrivait Corneille. Des dieux de l'Olympe aux rois déchus, de Souzic à Zlatan en passant par Papin, Paoletta et Nasri, une même vérité persiste. La victoire n'a de valeur que lorsqu'elle abat l'ennemi juré. Bienvenue dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus belles histoires du football. Entre Marseille et Paris, tout s'oppose. 2 cultures, 2 mondes et 2 clubs qui, au fil des décennies, ont nourri leur passion de cette confrontation. D'un côté, une cité faite de ruelles grouillantes, de marchés colorés et de passion. L'OM y incarne l'âme du peuple, la fierté des quartiers, le cri des tribunes. Porté par le vacarme du Vélodrome et les tripes d'une ville tout entière, l'OM respire l'insoumission et la ferveur. De l'autre, Paris, capitale toute puissante, ville lumière, vitrine du luxe et du pouvoir. Paris a la folie des grandeurs et le PSG ne rêve que d'une chose, imposer sa domination aux provinces. 2 mondes se font face, Marseille, cité rebelle, et Paris, capitale impériale. L'un se nourrit de son peuple, l'autre de son prestige. 2 pôles opposés, aimantés par la haine et l'orgueil. Mais si d'ordinaire cette rivalité suffit à embraser la France entière, que se passe-t-il lorsqu'en 1993, elle se transforme en finale pour la couronne? Pour le savoir, direction le Vélodrome en ce 29 mai 1993. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant de retourner 30 ans en arrière, arrêtons-nous sur l'instant présent. Car ce week-end, le Vélodrome s'apprête à vibrer pour un nouveau classique entre l'OM et le PSG. Notre partenaire Unibet donne Paris favori avec une note à 1,95 contre 3,45 pour Marseille. Le nul est lui à 3,90. Côté buteur, un nom ressort, Bradley Barcola. En pleine forme après son doublé contre Lens, l'ailier est coté à 2,58. En face, Greenwood qui prend les pénaltys marseillais est proposé à 2,75. Toutes les autres cotes sont déjà disponibles sur l'application ou sur le site Unibet. Et en passant par notre lien en description ou en entrant le code Lucarne au moment de l'inscription, vous pourrez bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 100 €. Mais n'oubliez jamais, parier doit rester un plaisir et c'est strictement réservé aux plus de 18 ans. Donc si tu es mineur, tu passes ton chemin. Allez, on retourne dans notre machine à remonter le temps. Avant de plonger dans ce match au sommet, il nous faut poser les bases, comprendre le contexte autour de cette rencontre. Un classico n'est jamais un match comme les autres, et celui de 1993 l'est encore moins. À ce moment précis, Marseille est au sommet de l'Europe. 3 jours plus tôt à Munich, Basile Boli crucifie le Grand Milan AC et offre à l'Olympique de Marseille la première Ligue des champions du football français. À jamais les premiers. 4 mots devenus mantra et une étoile gravée pour l'éternité dans la mémoire collective. Et si globalement la France est heureuse de voir une équipe tricolore sacrée, une vérité demeure. Cette victoire appartient d'abord à Marseille, à son peuple, à son histoire. Là-bas, l'OM, c'est plus qu'un club, et le football, plus qu'un jeu. À l'image de son Olympique, Marseille est une cité singulière, cosmopolite, bruyante,
bouillonnante même. Un port ouvert sur la Méditerranée où les cultures se mêlent et s'entrechoquent. Dans cette diversité, l'OM est le langage commun, le drapeau qui rassemble. Dans les quartiers nord comme sur le Vieux-Port, chacun se reconnaît dans ce maillot blanc. L'OM est aussi une machine, un empire même. Sur le terrain, les étoiles sont nombreuses. Barthez, le prodige déjà impassible dans ses cages, Desailly, le roc inflexible de la défense, Deschamps, capitaine besogneux et stratège, Voller, le renard allemand, tueur froid devant les buts, Abedi Pelé, l'élégance à l'état pur, et bien sûr Boly, le guerrier au front de fer, héros de Munich et du peuple phocéen. Pourtant, c'est bien en coulisses qu'on trouve la plus grande d'entre elles, Bernard Tapie. Un président aussi flamboyant que controversé. Un meneur d'hommes avec ses bons comme ses mauvais côtés. Mais un visionnaire surtout. Avec lui, Marseille s'est bâti un costume de géant. En 7 ans seulement, l'OM est passé de référence nationale à plus grande équipe d'Europe. Une ascension vertigineuse. Mais être au sommet, c'est aussi devenir une cible. Tout règne porte en lui l'ombre de ceux qui rêvent de le renverser. Et dans l'ombre de Marseille, un rival grandit. Un rival soutenu par la capitale, les caméras et par l'ambition d'une chaîne de télévision qui souhaite changer le visage du football français. Ce rival, c'est le Paris Saint-Germain. Né en 1970, le PSG n'a pas l'histoire centenaire de Marseille ou de Saint-Étienne, mais il a quelque chose d'autre, le prestige. Pendant longtemps, Paris avait les lumières, mais pas la flamme. Le nom, mais pas encore la légende. Jusqu'aux années 80, où véritablement, Paris se fait un nom. Le club découvre ses premières joies, ses premiers titres et ses premiers héros. Souzic, Rocheteau, Fernandez. La première génération de stars parisiennes forge une identité naissante au club de la capitale. Et avec elle, naissent les prémices d'une rivalité historique. Dès 1987, le climat est électrique. Au parc, un tifo homophobe, dévoilé par la Tribune Boulogne, cristallise la haine entre les ultras. 3 ans plus tard, les South Winners retournent leurs bombers pour dénoncer la présence de néo-nazis installés dans le COP de Boulogne. En quelques années, la confrontation quitte le simple cadre sportif. Elle devient politique, culturelle, identitaire. Chaque déclaration laisse une cicatrice. Chaque classico ajoute un chapitre à la haine. En 1991, tout bascule. Canal+ rachète le club et lui insuffle une ambition nouvelle. Le PSG devient un projet, une vitrine. L'idée est simple, faire de Paris non seulement le grand rival de Marseille, mais aussi son tombeur. La chaîne cryptée veut le PSG au sommet de la hiérarchie hexagonale. Désormais, Paris ne sera plus seulement une promesse, mais une menace. Et lorsqu'à seulement 2 journées de la fin, la menace se dresse face à l'empire marseillais, le classico prend une toute autre tournure. 29 mai 1993. Le Vélodrome est en fusion. Encore ivres de bonheur de leur sacre européen, les Marseillais n'ont pourtant pas d'autre choix que de vite redescendre sur terre. Ce classique de la 37e journée n'oppose pas seulement 2 rivaux. Il oppose le leader du championnat à son dauphin, alors que seulement 4 petits points les séparent. Un nul et l'OM est champion. Une défaite et tout peut basculer lors de la dernière journée. L'enjeu est immense, la pression palpable. Une vague blanche et bleue déferle sur les tribunes. Le Vélodrome est un volcan prêt à entrer en éruption. Pour les Marseillais, battre Paris n'a pas de prix. Mais battre Paris pour le titre, c'est l'apothéose. Et c'est parti tout de suite donc avec Weah. Dès le coup d'envoi, l'intensité est à la hauteur des attentes. Les contacts sont rugueux, les duels féroces. Chaque ballon est disputé comme s'il s'agissait du dernier. Après quelques minutes, Marseille semble avoir le pied sur le ballon
mais se fait surprendre en contre. Georges Weah face à Barthez, croisé, poteau et but. Et but du Paris Saint-Germain de Vincent Guérin. Après une superbe feinte de corps, Guérin élimine Eideli et remonte 60 mètres avant de servir parfaitement Georges Weah. L'attaquant parisien ouvre son pied pour tromper Fabien Barthez, mais sa frappe trouve le poteau. Vincent Guérin, au départ de l'action, a bien suivi et pousse le ballon au fond des filets. Paris prend les commandes et installe le doute dans les têtes marseillaises. 1-0. Le doute ne va pas durer. Moins de 10 minutes plus tard, Eideli joue long et trouve Franck Sauzet. Oh, et Valco Soler qui va marquer. Égalisation marseillaise après 16 minutes de jeu sur cette superbe déviation. Rudy Voller. En haute altitude, le milieu olympien dévie parfaitement le ballon de la tête et trouve Rudy Voller dans les 16 mètres. L'attaquant allemand contrôle et enchaîne brillamment avec une frappe croisée. 1 partout. Le match tient toutes ses promesses. L'OM pousse et reprend le dessus sur Paris. Franck Sauzet, puis Boxis, passent tout près de donner l'avantage aux Olympiens. En vain. Dans ce genre de match, ce ne sont généralement ni la technique ni le talent qui permettent de faire la différence. Pour gagner, il faut du cœur. Et parmi les 22 acteurs de cette rencontre, personne n'a autant de cœur que Basile Boli. Lui, le héros de Munich, le gamin d'Abidjan, modelé par l'Auxerre de Giroud, puis élevé au rang d'homme providentiel à Marseille. Pas le joueur le plus fin, ni le plus élégant, mais un roc, un guerrier devenu symbole de la volonté de fer de cette équipe. Comme 3 jours avant, le destin va décider de passer par lui. D'une tête rageuse, Boli défend un long ballon et poursuit sa course. Abedi Pelé régale avec un sombrero du genou et combine parfaitement avec Durand. Sur le côté gauche, Pelé enroule au centre. Trop long, pense-t-on. Trop imprécis. Le ballon flotte dans l'air comme une offrande perdue. Mais c'est là que cet OM des années 90 révèle toute sa magie. Cette équipe qui savait marier l'élégance à la puissance, la créativité à la détermination. Cette équipe qui pouvait transformer n'importe quel ballon anodin en moment d'éternité. Soudain, Basile Boli surgit. Le roc devenu héros, l'homme de l'ombre propulsé lumière. Lancé à pleine vitesse, il catapulte un coup de casque venu d'ailleurs. Un geste à la fois furieux et sublime. Les Brésiliens sont en blanc. Abedi Pelé. Tête et but. Fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Fabuleuse action marseillaise digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire. Quand on la reverra, Jean-Jacques, il faudra la revoir. La trajectoire est parfaite, imparable. Le ballon file en lucarne, transperce l'amas et embrase le Vélodrome dans une clameur folle. Plus qu'un but, ce coup de casque est un manifeste. La quintessence de cet OM-là, généreux, flamboyant, irrésistible. Malgré ce but immédiatement entré à la postérité, Paris tente encore d'y croire. Ginola cherche des espaces. Weah harcèle la défense, mais Marseille tient. Malheureusement pour Paris, Ricardo est expulsé et laisse les siens finir à 10. Désormais en supériorité numérique, l'OM se rapproche du titre au fil des minutes. Progressivement, les espoirs parisiens s'éteignent. Marseille met le pied sur le ballon et gère. Un 3e but, signé Boxis, vient même crucifier le PSG à 15 minutes du terme. Attention, Boxis qui va marquer. Superbement lancé par Franck Sauzet en plein centre de la défense. 3 jours après avoir conquis l'Europe, Marseille terrasse Paris et règne plus que jamais sur l'Hexagone. L'apogée d'une hégémonie de 5 ans, d'une domination totale. Mais comme souvent, l'hégémonie porte en elle la graine de sa propre destruction. Aussi le capitaine Didier Deschamps, Gilles Sagour, ça y est, c'est le grand soulagement, il est complètement libéré là maintenant. L'affaire VAOM, ou comment un joueur inconnu va faire vaciller un géant du football français. Le 29 mai 93 aurait dû rester dans l'histoire du club phocéen comme un jour de gloire. Un OM au sommet
un tapis vénéré et un peuple en liesse. Mais dans les coulisses, la machine s'enraye. Car si Marseille est tout puissant sur le terrain, il vit sous une pression dévorante. Tapie veut tout gagner, tout le temps. Seulement ses joueurs sont à bout. Épuisés après une saison éreintante, tant physiquement que mentalement. L'équipe joue tous les 3 jours et les corps craquent. À quelques heures de la finale de Ligue des Champions, impossible de prendre le risque d'une blessure contre Valenciennes, relégable. Mais impossible aussi de ne pas gagner et de voir Paris recoller au classement juste avant un classico décisif. C'est alors que des révélations laissent planer le doute sur les méthodes olympiennes. Les dirigeants de Valenciennes dénoncent la tentative de corruption des Marseillais. Voilà, il y a des réserves composées par l'équipe de Valenciennes. Donc ils pensent que la but est marquée de la main et parce que des joueurs de Valenciennes ont été contactés financièrement avant le match. Donc il y a une déstabilisation. Très vite, des soupçons de corruption apparaissent. Certains joueurs nordistes auraient été approchés pour lever le pied contre une belle somme d'argent. Ils proposent une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer. La bombe est lâchée. L'affaire VAOM éclate et secoue le football français. Le procès devrait durer 10 jours avec un face-à-face très attendu entre le procureur Éric de Montgolfier et le principal prévenu Bernard Tapie, mis en examen, je vous le rappelle, pour corruption active et subornation de témoins. L'équipe qui incarnait la fierté d'un pays en devient soudain la renégate. Les révélations s'enchaînent, les témoignages tombent, et derrière les triomphes marseillais se dessine l'ombre d'un système corrompu. Bernard Tapie, l'homme qui avait bâti l'empire OM, devient aussi celui qui l'entraîne dans sa chute. Quelques mois après la liesse du Vélodrome, le couperet tombe. Marseille est déchu de son titre de champion de France 93. Un trophée qui ne sera jamais réattribué, ni à l'OM, ni à Paris. Une cicatrice ouverte dans l'histoire du football hexagonal qui mènera Marseille à une rétrogradation en 2e division. L'OM de Tapie mourra avec ce scandale, avant de renaître de ses cendres sous la joute de Robert Louis Dreyfus. S'en suivront de longues années de disette, 17 pour être plus précis, sans le moindre trophée pour l'OM. Une anomalie pour un club de cette stature et de ce standing. Le Classico du 29 mai 93 ne représente pas qu'une simple victoire. Il est le sommet d'un empire et paradoxalement la fissure de son effondrement. Ce soir-là, l'OM est le plus grand club d'Europe. Une équipe flamboyante, généreuse, irrésistible. Barthez, Voleur, Pelé, Sauzet, Boli. Des noms à faire trembler les défenses et briller les yeux. Le Vélodrome vibrait d'une seule certitude à l'issue de ces 90 minutes. Marseille était le centre du monde footballistique. Quelques mois plus tard, tout s'écroulera. Le titre retiré, la honte, la chute. Mais dans la mémoire des supporters, il reste autre chose que les scandales et les procès. Il reste la beauté de ce football total, des larmes de Boli au dribble de Pelé. Il reste l'ivresse d'une ville qui vivait pour son club et d'une équipe qui vivait pour ses fans. 30 ans plus tard, il ne reste presque que des cendres, car si l'OM a brûlé, il a surtout fait rêver. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus grand héritage que peut apporter le football. Rappeler qu'il a existé un jour un Olympique de Marseille intouchable. Un OM qui, l'espace d'un instant, fut la plus belle équipe du monde.